Grand B, la terreur, la véritable nature du régime. Donc la construction d'une nouvelle identité individuelle et sociétale suppose la mise en place de moyens de contrôle et de répression contre les groupes et individus isolés qui s'opposeraient à ce projet. Le régime totalitaire a prétention à contrôler tous les moyens de diffusion d'informations, presse écrite, radio, actualité cinématographique, mais aussi œuvres artistiques, par le biais d'un ministère de la propagande qui encadre toute forme de production. L'artiste n'est plus un créateur libre, mais un agent de promotion du nouveau régime obéissant à des codes esthétiques et idéologiques clairement définis. Les programmes scolaires sont reformulés et les organisations de jeunesse encadrent les loisirs des jeunes gens. L'adhésion au parti au syndicat unique n'est pas une obligation, mais toute forme de promotion sociale est très clairement liée à cette adhésion. Effectivement, pour obtenir un poste au sein de l'administration, une promotion, pour obtenir un logement social, il faut avoir sa carte. Pour un patron, vous ne pourrez pas obtenir de chantier public. Un patron ne pourrait pas obtenir de chantier public s'il n'avait pas sa carte au parti fasciste ou nazi. On voit donc là, voyez, une collusion obligatoire pour ne pas être mis en marge de la société. La violence qui se déclenche contre les ennemis du nouveau régime comporte de nombreux points communs. Elle peut être publique et exemplaire, assassinat de Matteotti en 1925, rafle massive de communistes en 1933 en Allemagne, grand procès de Moscou en 1936. Elle s'exerce souvent au sein du parti même, contre les militants jugés déviants ou trop timorés. La mise en place de polices politiques comportant de nombreux agents secrets n'est pas une nouveauté en soi, mais leur développement permet un encadrement sévère de l'ensemble de la population, conduisant à une forme d'autocensure Cette forme d'autocensure conduit à une atomisation des résistances et tout compte fait leur annihilation. Des camps de rééducation idéologique sont mis en place dans les trois pays. Ils combinent une dimension purement répressive et une dimension économique clairement affirmée dès l'origine en URSS avec les goulags, dont le but est autant de punir que de peupler des contrées lointaines. La rationalisation économique des camps de concentration allemands n'interviendra qu'avec l'accroissement. Le camp de concentration nazi est avant tout une œuvre de destruction des humains. Jusqu'en 1939, on peut sortir d'un camp, être condamné à une peine temporaire, le but étant de faire ressortir des hommes détruits d'un point de vue psychologique et physique, pour ainsi servir d'exemple et annihiler toute tentative de révolte. À partir de 1939, l'entrée dans un camp de concentration signifie la mort, on ne peut plus sortir du camp. Mais la dimension économique du camp ne se révélera véritablement qu'à partir de 1942, à partir du moment où l'Allemagne rentre dans une guerre totale et a besoin de mobiliser une main-d'œuvre et a besoin de mobiliser sa main-d'œuvre pénitentiaire, puisque les hommes sont au front, les femmes dans l'idéologie nazie ne peuvent pas travailler. Et donc on voit que ces concentrationnaires amaigris et affaiblis par les mauvais traitements qui leur sont infligés se retrouvent dans une position contradictoire puisqu'ils sont de l'autre côté loués, ils sont loués à des grandes entreprises allemandes qui vont utiliser leurs services de façon massive.
À l'époque, l'opinion publique internationale ne réagit que mollement face à ces exactions, car elle n'a qu'une connaissance partielle de l'étendue mortifère, car elle n'a qu'une connaissance partielle de l'étendue de ces camps, mais aussi parce que les démocraties sont aussi... À l'époque, l'opinion publique internationale ne réagit que mollement face à ces exactions, car elle n'a qu'une connaissance limitée de l'étendue de ces camps, mais aussi parce que les démocraties ont aussi conservé des formes carcérales très mortifères, comme les fameux bagnes en France. Les nazis ont développé une forme de violence à l'encontre des handicapés mentaux. On voit aussi se développer une forme de violence secrète. Les goulags ne sont que très partiellement connus, et les nazis développent des actions secrètes visant à éliminer ceux qu'elles ne considèrent pas comme adhérents à leur modèle physique et psychologique. C'est ainsi qu'en 1939, le programme T4 conduit à l'élimination de 250 000, je cite, malades héréditaires, fous, personnes handicapées et personnes socialement ou racialement non souhaitées. Malgré le secret qui entoure cette opération, des informations fuitent et le clergé catholique dénonce officiellement ces exactions contre le genre humain, entraînant leur arrêt immédiat en août 1941. Par sa finalité idéologique, réordonner le peuple allemand en fonction de critères raciaux, les moyens de mise à mort, notamment le gazage et l'empoisonnement, l'utilisation de la crémation pour faire disparaître les cadavres et donc les preuves de ces empoisonnements, et ainsi que le secret entourant le projet, l'opération T4. Enfin, par le secret qui entoure le projet T4, l'opération peut être considérée comme le préalable à la Shoah.